3 mois à peine après le vote définitif du controversé projet de loi de délimitation des régions, erreur manifeste que nous ne cesserons de dénoncer, nous voici donc saisis d'une proposition de loi sur le dispositif du droit d'option, ou plutôt le droit de choisir, preuve que ce projet de loi laisse en suspens un certain nombre de blessures, je dirais, dans nos nombreux territoires. Le dispositif du droit d'option avait été longuement débattu. Il s'agissait d'un des points les plus discutés il y a quelques semaines. Il s'est trouvé des députés sur tous les bancs pour réclamer qu'il soit assoupli, et non des moindres, puisque le président de la Commission lui-même avait défendu un droit d'option assoupli. Il se dit même qu'un ancien Premier ministre d'un département bien particulier était à la manœuvre pour éviter qu'il soit un peu allégé, simplifié. Oh, non? Oh. Donc, n'est-ce pas? Ce qui laisse à penser que le déploiement d'énergie considérable en coulisses, finalement, a évité que le peuple puisse tout simplement s'exprimer le plus librement possible dans un département. D'ailleurs, contrairement à ce que nous avons pu entendre lors de la réunion de la commission des lois la semaine dernière, il y a bien évidemment des candidats aux élections départementales qui, dans leur programme de campagne, défendent la réintégration de la Loire-Atlantique dans la Bretagne. À l'invitation des associations Bretagne Réunie, ce sont des dizaines de binômes qui se sont engagés à demander l'organisation d'une consultation populaire par le département sur la question, ainsi que l'inscription à l'ordre du jour du conseil départemental de la demande de changement de région d'appartenance. Si à l'impossible nul n'est tenu, avec les verrous qui demeurent, dont le plus important pour nous est le droit de veto de la région de départ, ces futurs élus auront du pain sur la planche à n'en pas douter. C'est ce qu'a bien compris la société civile qui, face au blocage institutionnel, a décidé de se prendre en main par l'organisation de votations citoyennes dans le département de Loire-Atlantique et dans le reste de la Bretagne. C'est ainsi que 3 votations citoyennes ont déjà eu lieu, en attendant des dizaines d'autres, à l'instigation d'une association, DIBAP, Choisir en breton, avec la participation de l'ordre de 20% dans les communes de Saint-Viaud, de Soudan ou de Langouette en Ille-et-Vilaine. 20%. Je dirais que 20% pour une consultation qui est illégale, ou en tout cas si elle n'est pas illégale, elle n'est pas officielle, vous comprendrez que certaines élections départementales, pourtant celles-ci bien légales, ne voient quelquefois que 20% des électeurs venir voter. Donc vous voyez bien qu'il y a un véritable sentiment populaire derrière. Alors les résultats, évidemment, étaient de 75 à 80% pour la réintégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Il y a donc un véritable décalage entre les verrous imposés par le droit d'option tel que voté il y a 3 mois et la volonté démocratique qu'expriment les citoyens. Ainsi, cette proposition de loi a pour but de supprimer la majorité des 3/5 imposée au département, à la région de départ et à la région d'arrivée, majorité qualifiée qui ne se retrouve nulle part ailleurs. C'est sur ce point que nos discussions s'étaient attardées. Il en est fallu très peu, finalement, pour qu'un certain nombre d'amendements, les miens entre autres, le supprimant, ne soient votés. 4 voix près pour certains. Mais pour nous, le plus important était de faire sauter le droit de veto de la région de départ, rendant totalement illusoire la mise en place de ce mécanisme. Nous avions d'ailleurs interrogé l'inconstitutionnalité de ce droit de veto. Dès lors, nous avons été fortement étonnés que l'UMP, au mépris de certains de ses membres d'ailleurs, qui se faisaient les héros de la défense du droit d'option, n'ait pas inscrit dans la saisine du Conseil constitutionnel les doutes sur la constitutionnalité de ce mécanisme qui s'apparente à une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Car contrairement aux communautés de communes, qui ont souvent été pris en exemple, à aucun moment les départements ne se sont réunis pour créer une région. La région n'a jamais été un syndicat mixte de départements et de communes, ni a fortiori un établissement public de coopération interdépartementale. Il n'y a strictement aucune raison de demander à une région d'émettre un avis sur le départ de l'un de ses membres, sauf à admettre le principe anticonstitutionnel que la région puisse exercer une tutelle sur une autre collectivité, c'est-à-dire un département. Car les départements n'ayant pas créé la région ne peut empêcher une collectivité autonome par la Constitution de suivre sa voie, dont son ressort, ou dans une autre région. Ainsi, quand bien même est louable l'intention de notre rapporteur, et je souligne sa constance, lorsqu'on l'interroge sur quelle majorité, 3/5 ou non, on omet l'essentiel,
Le sort des conseils généraux regarde soit le conseil général et ses habitants, soit le législateur, pas une région tierce. Nous n'aurons donc pas de réponse précise sur ce point puisque l'UMP n'a pas saisi le Conseil constitutionnel sur ce point. Au passage, il ne s'en est fallu... Oui, nous remarquons effectivement, non seulement l'UMP n'a pas saisi sur ce point, mais en plus, le Conseil constitutionnel ne s'est pas auto-saisi sur le sujet. Au passage, il s'en est fallu de très peu que l'ensemble de la loi de délimitation des régions ne soit pas jugée inconstitutionnelle. Il a fallu une contorsion du Conseil constitutionnel pour ne pas l'annuler, bien que j'avais réellement soulevé le point en séance de la non-possibilité de redéposer des amendements adoptés en Sénat en lecture définitive. Le Conseil constitutionnel sait donc faire preuve de souplesse quand il le souhaite. Les exemples de validation des comptes de campagne d'anciens candidats à la présidentielle étaient là pour nous le rappeler. Au final, mes chers collègues, nous comprenons bien que le débat a déjà eu lieu sur cette question du droit d'option, mais s'il revient aujourd'hui devant nous, c'est bien qu'il ne règle rien, que rien n'a été réglé. Car contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire, ce droit d'option ne concernait qu'une demi-douzaine de départements, loin du Big Bang institutionnel auquel on veut nous faire croire. Comme une motion de rejet préalable sera défendue tout à l'heure par le groupe socialiste, je profite donc de cette discussion générale pour évoquer brièvement les amendements que nous aurions défendus. Il se serait ainsi agi de supprimer le droit de veto de la région de départ, avec consultation pour avis de cette région de départ uniquement, mais également introduire un mécanisme d'initiative populaire, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Par ailleurs, un de nos amendements consistait à supprimer la date limite d'utilisation de ce mécanisme prévue le 1er janvier 2019. La carte de nos collectivités ne saurait être figée une fois pour toutes. On peut d'ailleurs parier qu'en cas d'abrogation de cet article en 2019, une future majorité soit contrainte d'inventer un nouveau droit d'option. Il restera toujours des départements souhaitant un changement de région ou une fusion avec un département voisin. Vous pouvez d'ailleurs compter sur votre serviteur, s'il est encore là, pour proposer lui-même une PPL sur ce thème. Donc, vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous sommes favorables à cette proposition de loi, même si son adoption ne réglerait pas le fond sur le problème, c'est-à-dire le droit de veto de la région de départ. En son temps dénoncé par le constitutionnaliste, le regretté Guy Carcassonne, nous comprenons que nous ne pourrons revenir dessus aujourd'hui, mais nous continuerons, avec les associations et la majorité de la population derrière nous, d'essayer de faire sauter ces verrous institutionnels profondément jacobins. Je vous remercie. Merci, monsieur.